Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce petit déjeuner de l'hémicycle. Car avant de l'hémicycle, on a suivi un peu plus d'actualité au moment où nos parlementaires discutent de la fameuse loi sur la fin de vie. On va aborder les questions du vieillissement, des maladies chroniques, de la fin de vie donc, et des nouveaux défis que tout cela pose à la santé du pays. Je remercie le sénateur Bonneau de nous accueillir ici dans sa grande maison. Je laisse ouvrir ce colloque et ensuite je présenterai nos invités. Merci, cher Thierry Crevel. Monsieur le ministre, chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs, effectivement, très heureux de vous accueillir ici au Sénat ce matin. Alors si vous recherchez la fraîcheur, c'est un peu raté. Désolé, mais ces lieux mûrs sont très partiellement climatisés, on peut comprendre aussi, compte tenu de la complexité du bâtiment. Écoutez, merci d'avoir répondu. Merci à l'hémicycle d'organiser ce petit déjeuner sur un thème qui est extrêmement important, qui est celui de la santé, sujets qui sont liés. Un vieillissement de la population, certes qui était connu, qui est pas nouveau en soi, mais ce qui vient aujourd'hui percuter les choses, c'est que la baisse de la natalité aussi, qui fait que voilà, ça va accélérer de fait le vieillissement de notre population et tout le corollaire qu'il y aura avec un système de santé, vous savez toutes et tous, qui est en tension et qui est en tension très, très, très vive et pas seulement dans certains territoires, mais toute la France est concernée. En gros, c'est moins d'un médecin généraliste pour 1000 personnes, et dans mon département, la Charente, c'est un médecin pour 2000 habitants. Donc, quand même, c'est la même chose sur bon nombre des territoires. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces questions-là sont très sensibles. Les Français font remonter ces sujets-là très régulièrement, et on peut les comprendre avec les inquiétudes qui sont liées. Depuis le Covid aussi, on a un problème financier, il ne faut pas se le cacher, c'est-à-dire qu'on est vraiment tombé dans un déficit structurel du budget de la sécurité sociale, et donc tout ça nous interroge. Et lié au vieillissement, il y a le problème des EHPAD aussi, où on voit bien que c'est un modèle qui aujourd'hui est en passe d'être dépassé s'il ne l'est déjà, et donc c'est question du grand âge. Et puis l'évolution des maladies chroniques qui effectivement s'accélère avec le vieillissement et toutes ces craintes et ces difficultés. La douleur, parce que voilà, ça va être un des sujets de ce matin, et c'est vrai que la douleur, c'est quelque chose d'intolérable et qui est trop présente dans les hospitalisations, dans les consultations. Et il existe d'autres façons de la traiter. Je crois qu'il ne faut pas s'interdire, et ça sera l'objet des discussions à venir, parce que au-delà de l'échelle de mesure de la douleur, il faut savoir comment on peut la traiter efficacement. Et d'ailleurs, et j'en finirai avec ça, sur la fin de vie, c'est bien un point central par rapport au débat qu'on a pu avoir à l'Assemblée au Sénat, c'était aussi le traitement de la douleur et le fait qu'on ne peut pas laisser des personnes avec des douleurs permanentes. Et c'est insupportable de voir des personnes qui seront soit des proches de la famille qui souffrent, et une forme d'impuissance par rapport à ça. Donc voilà, on a un système en tension, on a malgré tout, et je ne voudrais pas conclure sur une situation totalement négative. Je crois qu'aussi, grâce à cette crise, on a pu associer d'autres professions, on peut expérimenter des nouvelles choses, la technologie donne bien en aide, et il faut avoir tout ce champ des possibles pour faire évoluer les choses. Et je passe tout de suite la parole à... Merci beaucoup, monsieur le sénateur, de ces mots d'introduction. On parle évidemment des difficultés financières de l'État à développer, dans un sens ou dans un autre, la question de la douleur, du patient face à la douleur. Donc, je rappelle que le PLFSS a voté de nouveau une loi de la Sécu qui est déficitaire, d'environ 20 milliards d'euros, et que la dette de la sécurité sociale cumulée, c'est d'environ 140 milliards d'euros. C'est bien si
de ce côté-là, on a un sujet. Donc je vous présente nos invités pour ces rencontres de l'hémicycle. Jean-Christophe Combe, donc l'ancien ministre des Solidarités et la Famille. J'interrogerai évidemment sur l'action des pouvoirs publics, ou l'inaction, ou l'action insuffisante, Monsieur le ministre. Mado Gilanto de l'association Apaisé. Alors là, c'est très important, évidemment, parce que vous avez une expérience de terrain sur les patients face à la douleur. Et on va voir des chiffres qui sont absolument sidérants. Le professeur qui vient de nous rejoindre, le professeur Eric Serra de la Société française d'études et de traitement de la douleur, justement. Et puis Frédéric Maillard, qui est le président responsable du Centre national des ressources de lutte contre la douleur. Ce que je vous propose pour poser le débat, on aura 3 types d'échanges autour de ces questions de la douleur, du poids sociétal, de la chronicité aussi face aux maladies chroniques et au vieillissement, les pistes pour traiter la douleur. Puis on abordera évidemment une question qui est à la fois taboue, mais qui est sur la table, qui a été actée par d'autres pays, qui est celle de l'utilisation du cannabis thérapeutique. C'est un vrai sujet, me semble-t-il, de société. Mais je vais laisser la parole d'abord à Frédéric Maillard, le docteur Frédéric Maillard, pour qu'avec quelques chiffres, on puisse poser le débat. Voilà, Monsieur Rodin, merci. Monsieur le sénateur, merci pour votre accueil et là, je suis ici. Alors, Valentin, peut-être, je ne sais pas si Valentin est là pour passer la première diapo, donc je vais être chargé de vous poser effectivement le décor. Ça va peut-être un petit peu plomber l'ambiance, c'est possible, parce que les chiffres sont évidemment assez impressionnants. Voilà. Et donc, on peut vraiment parler d'un véritable fardeau de la douleur, avec ces chiffres qui émanent de l'Observatoire français de la douleur et des antalgiques et de l'Institut Analgesia qui date d'octobre dernier. 42% des adultes français qui souffrent de douleurs chroniques, avec une intensité de douleur assez intense. Hein. Là, près de la moitié, entre 7 et 10 sur 10 en termes d'intensité. Et une douleur qui évolue pour la plupart d'entre eux, près de la moitié encore, depuis plus de 3 ans. Il faut voir qu'il y a effectivement on le sait depuis 2008, il y a une distinction nette entre les ouvriers, les agriculteurs et les cadres en termes de douleur, de fréquence de douleur chronique. Et ce qu'on peut voir, c'est que le coût de cette douleur est vraiment à l'échelle européenne absolument faramineux, puisqu'on a 200 milliards d'euros par an de coûts directs et indirects, on pourra y revenir un peu plus tard. Et donc on peut dire que la douleur retire prématurément du travail ceux qui financent le modèle social, vous en parliez ça. Donc au final, 36% de patients qui souffrent d'un handicap modéré à sévère au quotidien, 88 millions de journées de travail perdues par an, et sur des chiffres qui datent certes, qui sont un peu anciens, de 2010, 258 000 chômeurs supplémentaires imputables à la douleur. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors cette épidémie de douleur, évidemment, elle impacte le système de santé avec... On peut retenir globalement que les personnes porteuses de douleurs chroniques consultent et en tout cas utilisent deux fois plus le système de santé. Ce coût direct imputable à la douleur a été estimé il y a une dizaine d'années à 1,16 milliard d'euros par an, hors examen et hospitalisation. Et ça a évidemment un impact sur les personnes porteuses de douleur, puisque 50% à 80% d'entre elles ont des répercussions sur le sommeil, la mémoire, la mobilité, et avec derrière de la dépression, de l'isolement social, voire même du suicide. On sait que le suicide est un facteur indépendant de risque, que la douleur est un facteur indépendant de risque de suicide. Et donc tout ceci, couplé au retard de diagnostic, la plupart des patients attendent plus d'1 an leur diagnostic, augmente le risque d'entrée en dépendance. Voilà, et donc on se retrouve avec ce tableau, avec moins d'un patient sur 3 qui peut avoir recours à une structure spécialisée, moins d'un patient sur 3 qui malheureusement, ça reste assez peu encore, voit son état s'améliorer, et 79% des patients qui finissent par consulter des praticiens non conventionnels. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Et évidemment, nous faisons face à un basculement démographique, vous l'avez dit, avec un défi qui va être l'espérance de vie en bonne santé et retarder évidemment la perte d'autonomie. Or pourtant, les projections nous emmènent avec en 2050 2,8 millions de seniors en perte d'autonomie. Et s'il fallait rester avec le modèle actuel, il faudrait d'ici 2030 augmenter de 95 000 places
les capacités en institution. Or, en institution, en EHPAD, on sait que c'est là que la douleur est la plus fréquente. Ça a été estimé dans la bibliographie, il y a plus de 80% de personnes en EHPAD qui souffrent de douleurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, cet enjeu qui, effectivement, est présenté sous un volet économique est aussi un enjeu humain et éthique. On parlait de la fréquentation, en particulier aux urgences. On sait que la douleur est pour 70%, 70% des cas un motif d'entrée aux urgences, que dans ce domaine, l'oligo-analgésie, c'est-à-dire finalement la limitation de l'utilisation des antalgiques a été très très bien décrite. Elle est à un taux assez impressionnant de 25 à 56%. Et ce qu'on sait depuis les années 2000-2010, c'est que parmi les personnes hospitalisées, il y en a 30 à 60% qui sont affectées par de la douleur provoquée par les soins, qui était vraiment un phénomène ubiquitaire. Et quand on se penche plus précisément sur les personnes âgées, c'est une étude qui avait été menée au CNRD en 2010-2011, 76% des soins douloureux, qui étaient des soins d'hygiène, des soins absolument banals, étaient couverts par moins de 1% par des antalgiques spécifiques sur ces soins douloureux. Donc ce serait vraiment un score qui est assez terrifiant. Et donc on se retrouve face à un piège qu'on pourrait appeler le piège de l'agisme, c'est-à-dire d'avoir cette idée reçue qu'avec l'âge, il serait un peu normal de souffrir et que l'écoute et l'antalgie ne seraient pas nécessaires absolument. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et voilà, donc en conclusion, on pourrait dire que finalement la prévention de la douleur, bien plus qu'une dépense, serait plutôt un investissement pour le pays, car traiter la douleur, finalement, c'est préserver l'autonomie un maximum. Et pour autant, un peu comme un pied de nez, un rapport de 2023 sur la santé des soignants nous montrait que 60% des professionnels de santé souffraient eux-mêmes de douleurs chroniques. Voilà, donc on est en face finalement d'un enjeu et d'une épidémie qui cause souci. La SFETD, représentée par notre collègue Eric Serra à côté de moi, va produire un livre blanc de la douleur 2027, et donc pas vous en parler. Et puis peut-être vous pourrez envisager de relancer l'idée d'un plan douleur, puisqu'on sait que le 4e plan douleur... Gardez le micro, docteur Maillard. Au vu de ces slides, immédiatement, une question me vient. Comment est-ce qu'on explique que dans notre pays, peut-être en faisant un benchmark rapide, avec d'autres pays, on sous-traite évidemment la douleur, et vous avez employé le mot savant de l'oligo-analgésie, qui est en fait l'insuffisance de traitement de la douleur, en fait, c'est ça, notamment aux urgences. Comment est-ce qu'on explique, notamment chez les plus vulnérables, en fait, cette douleur est tellement sous-traitée dans notre pays? Peut-être un mot, si vous l'avez en tête, d'un benchmark avec ce qui se fait ailleurs, par exemple en Europe, dans un ou deux pays. Non, en Europe, je pense qu'on a le même problème, puisque l'oligo-analgésie est décrite de façon assez ubiquitaire, et en particulier, elle a un sens vraiment fort aux États-Unis, où on fait face à l'épidémie d'opioïdes, et où il y a une sorte d'opiophobie qui finalement s'empare des équipes, et qui peut-être par contamination pourrait nous toucher aussi. Alors, j'aimerais passer le micro au ministre Combes. Immédiatement, évidemment, j'ai envie de me tourner vers le représentant. Vous ne vous sentez pas accusé, monsieur le ministre, mais là aussi, on s'étonne de l'écart entre l'ampleur du fardeau, de ce que représente la douleur dans notre pays, au vu de ces slides, et la réponse publique. Est-ce que vous avez en tête des leviers concrets pour faire progresser cette insuffisance criante dans notre pays ? Merci, je suis ravi d'être là pour parler aussi d'un sujet dont on parle trop peu, je pense, quand on parle notamment de santé et de médico-social, qui était effectivement dans mon portefeuille ministériel, parce que, et j'ai relevé ce qu'il y avait dans la présentation quand vous parlez d'éthique de la dépendance, d'éthique de l'autonomie vers l'éthique de la dépendance, je pense que de la vulnérabilité, pardon. J'allais parler de vulnérabilité. Je pense qu'on mesure en fait la puissance
et l'efficacité d'un système de santé à la façon dont il est capable d'apporter des solutions en fait aux plus vulnérables, de prendre soin en fait des plus vulnérables. Et ce sujet de la douleur, je pense qu'il est vraiment au cœur en fait de cette question. Moi, ce qui me frappe, et on l'a vu là, c'est que en réalité la question de la douleur, elle est partout et elle est nulle part à la fois. On a vu qu'il y a des millions et des millions de Français qui sont concernés par les douleurs chroniques, que ça altère la qualité de vie, l'autonomie, l'emploi, les relations sociales aussi, et c'est important. Alors avant de parler de levier, peut-être 2 mots sur le pourquoi. À mon avis, d'abord, c'est parce qu'on a un système qui historiquement est construit autour de la question du diagnostic et du traitement de la maladie, et que donc la douleur étant transversale, on a du mal bien à l'appréhender et à en faire une politique de santé publique à part entière. Ensuite aussi parce que c'est difficile à objectiver. Voilà, je ne suis pas médecin, mais on mesure facilement la tension artérielle, un taux de glycémie ou d'autres données. C'est plus compliqué avec la douleur parce que ça repose sur le récit aussi du patient et sur une auto-évaluation quelque part de la part du patient. Et puis, comme vous l'avez dit aussi très bien, eh bien, ça touche des publics qui cumulent en réalité les vulnérabilités. Donc tout ça, ça rend le sujet un peu flou, un peu mélangé et difficile à appréhender. Alors moi, je vois 3 leviers, à mon sens, pour répondre à cette question. Le premier, ce serait de rendre la douleur plus visible. Et je pense qu'on a un sujet de disposer d'indicateurs qui permettent, d'indicateurs nationaux sur la douleur chronique et sur son impact. Voilà, on a des études, etc. Mais me semble-t-il, il faudrait qu'on arrive à rendre beaucoup plus visible ce sujet-là. Le deuxième levier que je vois, c'est la formation des professionnels, et pas seulement des professionnels de santé, je le disais aussi, des professionnels du médico-social, quel que soit le dispositif, en fonction des personnes qu'on accompagne. Je pense que c'est important que demain, nos aides à domicile, nos infirmières, nos aides-soignantes, etc., puissent être mieux formées sur la question de la prise en charge de la douleur. Et puis enfin, troisième levier, moi je suis assez partisan de reconnaître un droit effectif au soulagement de la douleur. Parce qu'on l'a vu, l'impact sur la vie, sur la qualité de vie, il est terrible. Il empêche énormément de personnes de vivre sereinement, normalement, d'accéder à un certain nombre de droits. Et ça, c'est, je pense, une anomalie extrêmement forte dans notre système. Madame Ginanton, je remercie évidemment le docteur Maillard d'avoir cadré avec des chiffres et des slides. Mais j'ai envie de vous dire, derrière tous ces chiffres, il y a des patients qui souffrent. Vous avez une expérience très forte du rapport entre la douleur et le patient. Que devient une vie quand la douleur s'installe de manière chronique et que finalement la plainte n'est pas entendue? Parlez-nous de l'humain, après qu'on ait parlé de chiffres et qu'on ait montré des slides. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur, de nous recevoir sur ce sujet, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de la transition enfant-adulte. On ne parle pas de la transition adulte-senior. Et quand la douleur s'installe, et parfois elle s'installe bien avant l'âge senior, dans les pathologies chroniques, dans certaines pathologies chroniques, certaines maladies rares, la douleur devient... nous, on est en train de faire une étude sur la vie d'après. La vie d'après, c'est-à-dire, on voit des gens qui, à 30 ans, se disent comment je vais vivre maintenant, puisque je sais que je vais vivre toute ma vie avec de la douleur. Donc on parle de ça. Et là, on parlait de chiffres. On disait une échelle de 7 à 10. Alors 10, c'est indicible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots pour décrire la douleur. 9, c'est atroce. C'est-à-dire que déjà, quand on parle de quelque chose d'atroce, quand on parle d'un drame atroce, c'est déjà un mot assez fort. Et 8, il me semble que c'est, je ne sais plus, mais c'est insupportable, quelque chose comme ça. Là, comme vous me voyez, moi, là, en ce moment, j'ai un crabe qui est en train de me bouffer le dos. Hein, en gros, je le dis comme ça, mais effectivement, la douleur, elle est à ce niveau-là. Alors, il y a des personnes qui arrivent à aller au-delà, et il y a des personnes qui arrivent à aller au-delà très longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elles soient prises en charge par des institutions,
soit par des médicaments, soit par d'autres techniques, hein, comme en particulier l'auto-hypnose ou la RTMS, les TENS et tout ça, elles y arrivent. Et elles arrivent en institution, en particulier en EHPAD. Et là, en ce moment, j'ai en tête 3 cas, parce que malheureusement, j'ai 3 cas là, cette semaine qui sont arrivés, de personnes qui se sont maintenues avec un courage exceptionnel jusque-là, c'est-à-dire qu'elles souffrent depuis l'âge de 30 ans au moins, puisque syringomyélie, c'est une pathologie de la moelle épinière, hein, et elles arrivent en institution, on ne tient plus du tout compte de cette vie qu'elles ont eue de courage, et le soin, M. Maillard le disait, le soin va générer une douleur en plus. Donc, le cas des personnes qui sont encore chez elles et tout ça, c'est un peu, mais comment je vais être prise en charge? Comment je vais être prise en charge quand on souffre de ce qu'on appelle l'allodynie, donc les médecins de la douleur savent ce que c'est, et moi j'ai régulièrement des gens qui me demandent est-ce que vous pouvez faire une lettre pour expliquer aux soignants de ne pas me toucher, tout simplement de ne pas me toucher, ou de faire attention en me touchant, puisque l'allodynie c'est un défaut c'est une douleur créée par un contact anodin, hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, dans le vieillissement, on a l'impression que, ma foi, c'est pas moi, il y a un médecin qui m'a dit, vous savez, au-dessus de 50 ans, il y a moitié de la population, au-dessus de 60 ans, il y a moitié de la population qui souffre. Est-ce que c'est une raison pour ne pas le soigner? Est-ce que c'est une raison? J'ai un monsieur qui est décédé la semaine dernière, qui réclamait des doses de morphine en disant, mais soulagez ma douleur, ça hantise. C'était de mourir en souffrant parce qu'il avait souffert qu'il savait. C'est ça la vie, en fait. C'est qu'est-ce que devient la vie une fois que la douleur... Et là, certes, elle change. Il y a des gens qui ont beaucoup de courage, qui continuent à travailler, qui continuent à avoir des vies familiales, qui savent que leur vie sociale est altérée, mais qui vont jusqu'à un âge, jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par des institutions, qui, elles, ne remplissent pas leur rôle. Merci beaucoup, Madame Gélanton, d'avoir parlé avec autant d'humanité de ce sujet. Je pense que c'était important aussi que là, des chiffres, on ait ce témoignage. Professeur Serra, peut-être pour poursuivre notre discussion et se placer du côté de la douleur du patient. Quand un patient est en souffrance, par définition, son lien social se modifie, son lien au travail se modifie forcément. Et puis peut-être, pour commencer, un mot, puisque le docteur Maillard en a pas parlé, sur votre futur livre blanc. D'accord, on peut commencer presque par un de mes éléments de conclusion. Effectivement, alors ce livre blanc de la douleur, rédigé par la Société française d'études et traitements de la douleur que je préside, avait été édité en 2017, et c'est un ouvrage qui est fortement utilisé par les journalistes, par les décideurs, les conseillers des ministres, des sénateurs et des parlementaires en tout cas. Ils font référence, et même les collègues étrangers, parce que c'est quelque chose qui est facilement accessible. On nous a recommandé au ministère de le mettre à jour, c'est ce que nous sommes en train de faire. Un certain nombre de propositions figureront à l'issue de cet ouvrage, qui reprendront, Monsieur le ministre Combes, un certain nombre des propositions que vous-même vous avanciez. On est sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, en fait, ce sont des propositions qui sont, pour certaines, anciennes, mais qui nécessitent, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, d'être mises en musique, mises en œuvre. Alors, c'est peut-être un mot sur cette douleur, cette expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable que nous pouvons tous, au cours de notre vie, connaître dans notre chair, mais pas seulement dans notre chair. On a entendu qu'il y avait des chiffres qui sont tout à fait indispensables à connaître, et d'ailleurs ce sont des chiffres assez rares que vous avez eu la chance de vous entendre présenter, qui servent notamment pour ceux d'entre vous qui sont aux manettes, à la décision. Mais vous avez aussi entendu des propositions politiques du ministre Combes, et surtout ce pourquoi nous œuvrons tous, le témoignage de l'expérience, la souffrance. Et quand on me demande qu'est-ce que la douleur chronique, je dis demandez aux patients, ils le savent. Mais vous conviendrez, madame, qu'il nous faut, nous aussi, comprendre, analyser et malheureusement parfois un peu résumer la souffrance des autres pour pouvoir mieux la prendre en charge. Et un des éléments que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'on n'est pas accompagné, pas entendu comme individu dans un hôpital dont vous connaissez les situations extrêmement délicates du côté du monde des professionnels de la santé. Une des raisons, c'est parfois malheureusement un manque de disponibilité. Un petit peu plus de disponibilité, je pense, aux patients qui souffraient du cancer en l'an 2000 et qui disaient aux cancérologues: on a un des meilleurs systèmes de santé au monde.
Mais s'il vous plaît, soyez, et le mot qui a été utilisé, c'était terrible pour les cancérologues, soyez gentils avec nous. Soyez à notre écoute. Un élément de réponse. Je n'ai pas répondu à votre question, mais en tout cas, j'ai dit des choses qui m'importent. La remise à jour de votre livre blanc est prévue pour la publication? Alors, il s'intitulera 2027, mais il est prévu pour la fin de l'année. Oui. Et pour les sénateurs ici présents, nous vous adresserons aux uns et aux autres, ou en tout cas vous chargez à vos représentants parlementaires un exemplaire d'ici la fin de l'année. Merci, monsieur le professeur. Frédéric Maillard, j'aimerais qu'on aborde aussi maintenant la question de la chronicité. J'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, face aux maladies donc chroniques et aussi à la question du vieillissement. Comment le praticien que vous êtes peut expliquer le passage, peut-être, enfin, si on peut employer ce terme-là, je fais attention parce que les mots ont leur importance, surtout sur le sujet qu'on traite aujourd'hui à ces rencontres de l'hémicycle, expliquer le passage de la douleur aiguë, mal prise en charge, finalement, vers la chronicité. Est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre les deux? Est-ce que le fait que cette douleur, j'allais dire, naissante chez un patient, mal prise en charge, développe une chronicité? Oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, c'est une question qui est encore beaucoup débattue entre les professionnels. Alors, évidemment, une douleur avant d'être chronique, c'est-à-dire dans la définition qu'on adopte actuellement, c'est-à-dire d'évoluer depuis plus de 3 mois, avant d'être chronique, elle est nécessairement aiguë. Hein. Et le problème de ce passage de l'aigu au chronique, c'est qu'il ne faut pas comprendre la douleur chronique comme étant une douleur aiguë qui se serait prolongée sur finalement un diagnostic mal fait, une origine mal comprise et un traitement insuffisant. Car c'est vraiment un changement complet qui se passe dans le système des voies de la douleur, avec finalement une mauvaise programmation, une sensibilisation de l'ensemble des voies de la douleur qui fait que l'origine finalement première de la douleur, parfois même peut avoir disparu, mais c'est ce système qui reste en éveil permanent, en alerte permanente, et qui finalement signale la douleur de façon excessive. Et oui, très clairement, une douleur aiguë mal prise en charge peut conduire à la douleur chronique. C'est quelque chose qu'on a tous en tête. Maintenant, évidemment, les cas de figure sont tous très très différents. Il y a beaucoup de maladies qui sont pourvoyeuses de douleur. Le contexte social, le contexte émotionnel, la vulnérabilité déjà présente de la personne touchée par la douleur peut évidemment interférer et conduire à des tableaux de douleur chronique. Merci beaucoup. Peut-être, Madame Gilenton, j'aimerais revenir vers vous. Alors, il fait chaud et le sujet est lourd. Vous savez, Pierre Desproges disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors, moi, mon ami d'enfance médecin qui me suit, quand je lui dis, moi évidemment c'est des douleurs légères. Mais il n'y a pas de douleur, chacun a sa douleur. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a ce mot que souvent les médecins disent, pour plaisanter, ils disent, ce qui est mon cas, si à partir de 60 ans tu n'as pas de douleur, c'est que tu es mort. Mais revenons au sujet. Le professeur Maillard en disait 2 mots, le passage de la douleur à la chronicité de la douleur. Est-ce que pour vous, les médecins, le système de santé devrait progresser aussi sur le diagnostic? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine errance du diagnostic? Est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là aussi une prise en charge qui n'est peut-être pas suffisante? Parce que comme on le disait tout à l'heure, le ministre le disait, il y a aussi la douleur chez chacun, elle est ressentie différemment. On est plus ou moins exposé à résister ou à ne pas résister, suivant sa capacité physique ou mentale. Est-ce que du côté du diagnostic, il y a des choses à faire? Non, c'est pas moi qui représente l'Alliance Maladies Rares qui va vous dire qu'il n'y a pas des choses à faire du côté du diagnostic, puisqu'on est encore dans des diagnostics de 6 ans dans les maladies rares qui s'accélèrent avec les nouvelles données, la génétique, l'IRM, les choses comme ça. La pathologie que je porte, on est passé de 20 ans
et avec la création de l'IRM à 6 ans, plus les communications, l'information, mais moi je rencontre encore des nouveaux médecins qui ne savent pas ce qu'est cette pathologie, et ils ne peuvent pas le savoir. Il y a 8000 maladies rares. Comment savoir? Et 80% des maladies rares sont des pathologies avec des handicaps invisibles, dont la douleur. Donc c'est un peu difficile effectivement d'accuser les médecins de ne pas le voir. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait les sensibiliser à l'écoute de la douleur. Effectivement, je ne pense pas qu'un patient vienne dire « j'ai mal », ou viennent pleurer chez un médecin en décrivant une douleur épouvantable par plaisir, quoi. Je crois que tous les gens, ils aimeraient bien, enfin que tout le monde aimerait bien pouvoir aller au cinéma, pouvoir faire des voyages, pouvoir prendre sa voiture et ne pas être chez un médecin, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Nous, dans notre pathologie, on a jusqu'à 10 médecins avant d'avoir un diagnostic pour certains, hein, donc certains plus rapidement, mais d'autres 10. Et parmi ces gens-là, il y a à la fois des enfants qui, à 4 ans, ont déjà 2 ans d'errance médicale, c'est-à-dire la moitié de leur vie. Et on a des patients de 60 ans qui ont 10, 20 ans d'errance médicale. J'ai une personne de 73 ans qui m'a appelé la semaine dernière. Elle me dit, ça fait 50 ans que j'ai mal. Et effectivement, en fait, je dirais que c'est difficile pour un médecin généraliste. Et d'ailleurs, c'est aussi une des causes parfois des addictions sur certains médicaments. Parce qu'un médecin généraliste, quand un patient le voit et dit il a mal, si c'est une douleur aiguë, le médecin donne le médicament. La douleur passe, et là, le médecin est Dieu. Mais quand un patient revient pour la 10e fois, en disant « j'ai mal, ça n'a rien fait, j'ai mal, ça n'a rien fait », ben c'est vrai que, d'abord, je crois que le médecin se lasse d'entendre... Moi, j'admire les médecins de la douleur. Hein. J'étais justement au baromètre de la douleur, où on disait qu'il n'y avait pas de médecin qui voulait se former à la douleur. C'est un gros sujet, ça. Hein. Il y a des postes d'internes pour la douleur, ils ne veulent pas se former à la douleur. C'est pas cool, la douleur, en fait. C'est pas une spécialité drôle. Et moi, j'admire les médecins de la douleur parce qu'ils entendent toute la journée des patients qui ont la douleur. Moi, en tant qu'écoutante, j'entends aussi toute la journée des personnes qui souffrent et qui me disent « j'ai mal, vous ne pouvez pas savoir ». Voilà. Et c'est vrai que je comprends que cette douleur soit différente, soit appréciée, enfin, qu'on puisse faire des choses différemment avec la douleur ou pas. Mais effectivement, vous parliez tout à l'heure des médecins qui eux-mêmes ont mal. Moi, j'ai des médecins qui m'appellent. Des médecins qui m'appellent et qui me disent « je vous appelle parce que je sais que vous allez m'écouter ». Et j'ai même des médecins qui craquent, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent craquer. C'est-à-dire, moi ou les écoutants de notre association, je pense que mes amis des autres associations ont les mêmes expériences. Donc c'est vrai que cette expérience de la douleur, là, d'une part, il y a les médecins qui ne l'écoutent pas, ça c'est sûr. Ma maman, 91 ans, elle avait une pathologie de naissance. Et je m'emportais, je disais, mais il faut quand même, elle a mal, quoi, qu'on fasse quelque chose. 91 ans, c'est-à-dire 90 ans d'errance médicale. Et enfin, il y a un jeune interne qui lui a dit « oh, mais vous avez ça ». Et malgré tout, sur tout ce... Et puis, en fait, il y a aussi peut-être une génération qui dit bah, « souffrir, c'est ma croix ». Quoi. Il y a aussi ça, hein, c'est dans nos personnes âgées. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est quand même assez, comment dire, humainement insupportable de se dire qu'il y a des personnes qui souffrent, qui sont en plus handicapés parfois. Donc imaginez, vous êtes dans un fauteuil tétrapara avec plus qu'un petit doigt qui fonctionne et en plus vous souffrez, avec cette douleur, comme je disais, indicible, c'est-à-dire il n'y a pas de mots pour le dire. On comprend que ces personnes-là réclament en fait qu'on arrête, quoi, qu'on arrête. Madame Ginanton, j'aimerais vous poser une question que vous allez peut-être trouver pas politiquement correcte, mais qui me vient à l'esprit en vous écoutant. Est-ce qu'on peut imaginer que le support de la douleur a évolué avec les générations? Je pose cette question parce que, évidemment, les générations d'après-guerre, par exemple, qui ont manqué de tout, qui ont vécu dans le stress de la guerre, d'un pays qui se reconstruisait, vous savez, on dit souvent, ah, mais ces générations-là, elles étaient beaucoup plus solides que les nôtres. Est-ce que donc, l'évaluation, la résistance à la douleur pourrait avoir évolué avec les changements de génération au fil de l'histoire de ce pays? Alors, je ne sais pas. D'abord, on vieillit plus. Donc, il y a aussi l'évolution de l'espérance de vie. Je ne sais pas si on a changé l'expression, peut-être. Moi, on me raconte que j'avais une arrière-grand-mère qui hurlait quand on la touchait.
Donc, elle n'exprimait pas peut-être de la douleur de la même façon, mais quoi qu'il en soit, on a aussi parfois encore la difficulté à entendre la douleur de l'enfant, qui est un autre sujet, mais qui est aussi un scandale, la prise en charge de la douleur de l'enfant. On a tendance à dire, il fait le cirque, et nous, d'ailleurs, on a fait un dessin animé là-dessus, pour expliquer que ben non, l'enfant, il ne fait pas le cirque, et puis ses parents, au premier, parfois, ils ne croient pas, puis ils finissent par le croire quand il hurle en dormant, mais il y a tout l'entourage qui dit c'est un enfant gâté, et tout le contexte. Alors, il y a de là, après, c'est vrai que quand on fait des dossiers sur le handicap invisible auprès des services sociaux sur la douleur, là aussi, il faut expliquer ce que c'est que cette douleur, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à cause de cette douleur, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui était par exemple commercial sur la route, il ne peut plus être commercial sur la route parce que la vibration de la voiture c'est insupportable. Donc c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut dire. Mais on a des générations, moi je me souviens avoir fait un topo, un sondage comme ça dans un colloque où il y avait une 60aine de personnes, et je demandais aux patients s'ils étaient tristes. Enfin, il y avait tous des émojis, je ne sais plus comment on appelle ça. Émojis, ouais, voilà. Et en fait, j'étais interpellée de voir que c'était les patients âgés. Ça a été une grande leçon d'ailleurs, ce qui était au début de ma présidence. Personnes âgées, très handicapées, qui m'étaient heureuses. Alors qu'il y avait des personnes plus jeunes, avec moins... Enfin, je dis toujours, l'échelle de la douleur, c'est comme on la ressent, mais avec des douleurs peut-être moins importantes, avec des handicaps beaucoup moins importants, qui m'étaient tristes. Monsieur le professeur Serra, je suis transparent, je vous ai glissé un mot dans l'oreille en vous demandant si vous pensiez que ma question était stupide sur les générations. Là, il y a Marc Bloch qui va rentrer au Panthéon tout à l'heure, qui était un résistant, notamment un homme de lettres, l'étrange guerre. Mais est-ce que ces générations-là, qui ont vécu des drames absolus à l'échelle du pays, n'étaient pas plus résistantes face à la douleur que peut-être ma génération ou les générations qui viennent? Est-ce que c'est stupide? Vous avez utilisé le terme résistant, Marc Bloch, qui était enseignant de philosophie d'ailleurs à Amiens, d'où je suis originaire. Il a été résistant. C'est socialement, culturellement déterminé aussi le comportement face à la douleur. Aujourd'hui, on sait que dans tous les pays occidentaux, quand on interroge les citoyens, ils osent de plus en plus exprimer cet inconfort, cette douleur, cette souffrance, qui ne veut pas dire que 42% des citoyens français soient cloués au fond du lit par la douleur, mais ils l'expriment, alors qu'à une certaine époque, ou dans des moments où on ne peut rien dire, quand on est l'objet de torture, par exemple, les gens qui vivent cette expérience tout à fait atroce disent il y a un moment où on finit par quitter son corps, on n'est plus soi-même, on n'est plus qu'un morceau de chair, et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on ne sent plus rien, disent-ils. Et ce sont des situations horribles qui nous amènent probablement d'ailleurs à des expériences que certains de nos concitoyens ont pu vivre lors de soins extrêmement douloureux, jusque dans les années 80-90. Je pense qu'il y avait des situations comme ça, quand on disait par exemple que les petits-enfants n'éprouvaient pas la douleur. Et donc les enfants se taisaient. C'était terrible, les services de pédiatrie, de jeunes enfants, de nourrissons soignés pour des blessures, des maladies dramatiques, qui n'exprimaient aucune souffrance. Et en fait, ils étaient totalement atones, dominés, submergés de douleur. On peut se taire face à certaines grandes douleurs. C'est donc culturel, vous avez raison. La question était donc intelligente, rassurez-vous. Merci, monsieur le professeur. Peut-être un mot, monsieur le ministre. On entendait madame Ginanton dans sa précédente intervention nous parler évidemment du vieillissement, et on imagine que la chronicité de la douleur, avec le vieillissement de la population, c'est un sujet qui devrait remplir les politiques publiques de santé, parce que ça ne pose pas seulement le vieillissement un problème à notre système de retraite par répartition, mais ça pose aussi un problème à la façon dont le vieillissement de la population, et tant mieux, s'accompagne d'une chronicité de douleur. Est-ce que, quand vous étiez au ministère, vous estimez aujourd'hui que le système de santé est prêt à ce choc démographique, et comment articuler peut-être la prise en charge de la douleur et les politiques du grand âge et de l'autonomie? Parce qu'on a envie de vieillir, mais on a envie de vieillir sans douleur, et j'allais dire, on a envie de mourir en bonne santé. Déjà, merci de dire que c'est une bonne chose, que le vieillissement, c'est quelque chose de positif.
Parce qu'effectivement, on s'est quand même battu tout au long du XXe siècle pour gagner en espérance de vie. C'est le cas aujourd'hui, et maintenant, il faut qu'on gagne en qualité de vie à la fin de la vie. Alors, déjà sur la première partie de la question, sur est-ce que le système de santé est prêt, moi, ça me faisait sourire il y a 3 ans quand j'étais au gouvernement, quand on me disait ça, parce qu'on avait l'air, déjà à l'époque, de penser que la transition démographique, le vieillissement, c'était quelque chose qui allait arriver, en fait. Sauf que déjà depuis longtemps, on est en plein dedans. Et que, spoiler, les choses, elles vont s'accélérer de façon exponentielle. Et donc cette adaptation, elle va de fait devoir s'accélérer. Il y a eu des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure en valeur absolue. Il y en a 2 qui m'ont interpellé quand j'ai préparé le petit déjeuner de ce matin. C'est l'augmentation exponentielle du nombre de personnes de plus de 85 ans entre 2050 et 2070. C'est entre 2030 et 2050, pardon. C'est 77% de personnes de plus de 85 ans en plus. Donc c'est considérable. Donc voilà, c'est pas qu'une donnée statistique, c'est pas que relatif, c'est en valeur absolue, le nombre de personnes très âgées va augmenter de façon extrêmement importante. Tout comme, et là aussi c'est la conséquence de ça, le nombre de personnes en perte d'autonomie. On est environ à 2 millions aujourd'hui de personnes en perte d'autonomie, et d'ici à 2050, on va prendre entre 700 et 1 million de personnes en plus en perte d'autonomie. Donc est-ce que notre système de santé est prêt au choc démographique? C'était ma question, monsieur le ministre. Déjà, vous voyez, je vous laisse y répondre. Vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un système qui est en tension permanente. Donc, vous savez, j'étais directeur général de la Croix-Rouge, organisation spécialisée dans la préparation et la réponse aux crises. Et donc, quand il n'y a pas de crise, normalement, le système, il fonctionne de façon sereine. Et je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. À partir du moment où on va avoir un besoin d'accompagnement fort... Pardonnez-moi. Ouais. Vous dites que quand il y a crise, évidemment, le système réagit et s'adapte. C'est pas d'hier qu'on sait que le vieillissement est un facteur exponentiel. C'est pas d'hier qu'on sait que les canicules vont se multiplier. 1976, le rapport du GIEC sur le dérèglement climatique. 2003, avec 15 000 à 16 000 de nos aînés qui l'ont payé de leur vie. 2026, 2 canicules qui se succèdent. Comment l'action publique s'adapte et prend en compte ces crises qui sont aussi un sujet de santé publique et pas seulement de climatisation? Non, je suis complètement d'accord. Je crois quand même que depuis 2003, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont évolué. Le compte n'y est pas encore aujourd'hui. Je sais que vous êtes membre de la délégation sénatoriale à la prospective. Je pense que voilà, c'est des sujets dont vous discutez tous les jours. Pour faire en sorte déjà que les choses elles s'améliorent, et je reviens sur notre sujet, je pense qu'il faut acter en fait le rôle central, si on revient sur la question de la douleur, parce qu'en vrai c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, et en même temps je pense que ça peut être un bon levier justement d'amélioration et d'adaptation en fait de notre système de santé. C'est reconnaître qu'il y a un impact réel entre la prise en charge et l'accompagnement des personnes qui souffrent en fait de douleur et de la prévention de la perte d'autonomie. Je pense que c'est extrêmement important parce que, on l'a dit tout à l'heure, ça a un impact en fait sur la qualité de vie, ça favorise la sédentarité, ça favorise l'isolement, ça favorise aussi des dépressions, de la dénutrition, enfin bref, c'est une pente glissante, on appelle ça un glissement d'ailleurs quand des personnes sont en perte d'autonomie de façon continue. Donc c'est déjà reconnaître ça. Et puisqu'on parle de solutions, moi j'ai aussi beaucoup porté quand j'étais au gouvernement la question du décloisonnement et de la coordination. Parce qu'aujourd'hui on a un système qui fonctionne en silo, ne serait-ce qu'entre la santé et le médico-social. On a aussi des compétences et une difficulté extrêmement forte entre les acteurs à travailler ensemble, entre les départements, les ARS, les caisses de sécurité sociale, l'ensemble des acteurs qui interviennent finalement
dans la chaîne de santé et d'accompagnement médico-social. On a d'ailleurs introduit dans la proposition de loi sur le bien vieillir une mesure extrêmement importante qui est celle de la création des services départementaux de l'autonomie. J'observe que 3 ans plus tard, il y a très peu de départements, je crois 3 ou 4, qui s'en sont saisis, alors que la question de la coordination et justement de la transversalité, elle est essentielle si on veut adapter notre système de soins à la question du vieillissement. Et dernier point, pour moi il y a un sujet aussi qui est extrêmement important. Je travaille aussi beaucoup sur la question du handicap, je parle beaucoup d'autodétermination. Cette question elle est importante parce que de cette question-là et de cette sensibilité, de cette connaissance en fait, de la question d'autodétermination dépend de la façon dont on accompagne en fait, les gens. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre système, il ne fait pas encore suffisamment de place en fait, au choix et à la prise en compte finalement des préférences des patients. Et je pense que c'est là aussi quelque chose qu'il faut faire évoluer. Monsieur le sénateur Bonneau, vous l'avez compris, cette question s'adressait aussi à vous, vu les fonctions que vous avez dans la Haute Assemblée. Oui, on a besoin de perspectives, on a besoin d'adaptation, et pas seulement quand les crises surviennent ou quand on tient des colloques comme celui-ci sur le sujet de la douleur. Oui. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur la canicule et ses effets, parce que souvent la personne âgée en perte d'autonomie, elle est seule, elle est très souvent seule, hein, enfin, et en ville et à la campagne, et elle ne ressent pas le besoin de boire. Et donc elle accélère malheureusement ses pathologies. Et de la même façon pour la douleur, elle peut l'exprimer qu'elle-même. Et donc il y a cette notion d'isolement. Et hier j'étais dans une commune et j'ai trouvé que l'initiative était vraiment... c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tout attendre non plus des pouvoirs publics. Il faut aussi qu'il y ait des solutions qui soient de la société civile et citoyenne. Et il y avait dans ce conseil municipal des personnes, ils avaient un listing de toutes leurs personnes âgées en disant on va tout aller les voir, on va tout aller vérifier qu'elles ne souffrent de rien, qu'elles boivent suffisamment. Voilà. Et je crois que nous, dans la prospective, on analyse les chiffres, on voit les données, on voit vers quoi on voit et on doit se préparer, bien évidemment, et c'est tout l'intérêt de cette délégation. Mais je crois qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, il faut aussi qu'on se prenne en main collectivement parce que c'est indispensable. Professeur Serra, juste autre question bête peut-être, mais bon, je reviens un instant sur la canicule. Des personnes qui sont isolées, qui ont des douleurs chroniques, qui sont des personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle le troisième âge, dans ces situations extrêmes, parce qu'on vit des moments historiques en termes de chaleur, ça rajoute, me semble-t-il, à cet isolement et à la douleur. Ça rajoute en fait surtout à l'isolement, au repli sur soi, à la diminution des activités. Or, il se trouve que dans la prise en charge qui pourrait relever d'ailleurs de chaque citoyen pour peu qu'on soit bien informé, peut-être même formé au cours notamment de notre enfance et puis tout au long de notre vie, le maintien des activités sociales et des activités physiques sont des éléments essentiels. Alors ça, bien sûr, c'est une chose que tout le monde répète à l'envi, mais les travaux scientifiques, pour prendre un petit peu comme ça mon côté professoral, montre effectivement une efficacité, un impact considérable. Sachez que dans les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la lombalgie, par exemple, qui est quelque chose qui nous concerne tous, 80% de prévalence au cours de la vie. Nous saurons, si vous ne l'êtes pas, vous le saurez, lombalgie 15 jours, ou encore la fibromyalgie, cette douleur diffuse, qui est souvent d'ailleurs une forme d'évolution d'autres douleurs, qui finalement concernent beaucoup de personnes. La Haute Autorité de Santé nous dit, le premier traitement, c'est l'activité physique adaptée, le mouvement. Bravo. Et effectivement, quand on est isolé et que la canicule vient nous écraser un peu plus, on ne fait que rajouter de l'isolement, de l'inactivité, du déconditionnement. Donc, en ce sens, au moins, c'est un facteur, effectivement, d'aggravation de la douleur. Mais on a, en même temps, les éléments de réponse. Hein, quand le sénateur Bonneau évoque, encore une fois, le rôle de chacun d'entre nous, on peut s'en saisir pour peu que les citoyens soient informés. Quand on évoque, puisque le ministre a fait un peu de médecine, moi, je vais faire, du coup, un petit peu
d'affaires publiques. Hein, quand on évoque des solutions, il y a des solutions. Les solutions, c'est effectivement, et certaines de ces campagnes marchent bien dans les médias, informer les citoyens de la nécessité, alors, de lutter contre, certes, la canicule, mais aussi de maintenir, quoi qu'il en soit, des activités pour répondre à ce qui est quand même considéré par les gens, par exemple, porteurs de maladies chroniques, comme étant la première priorité. Quand on interroge les citoyens porteurs de maladies chroniques et qu'on leur dit « quelle est votre première priorité ?», c'est pas forcément de guérir, hein, parce que malheureusement, dans maladie chronique, il y a chronique. Bon, ils disent « mais évitez-nous ou limitez le plus possible la douleur ». C'est la première priorité des citoyens. Est-ce que nous en avons fait la première priorité de notre système de santé? La question est posée. Alors, pour terminer, et avant de vous passer la parole, parce que je pense qu'il y a plein de questions, vu les regards des uns et des autres, les hochements de tête, positifs ou négatifs, à ce qu'ont dit nos invités, j'aimerais aborder le dernier thème de cette conférence des rencontres de l'hémicycle, sur un sujet, alors que moi j'appelle tabou, mais qui l'est de moins en moins, qui est les pistes pour traiter la douleur, et notamment, essayons de faire un zoom aussi dépolitisé que possible sur le cannabis thérapeutique. Je dis ça parce que vous avez des pays, souvent on cite par exemple le Canada, comme une sorte de troisième voie entre l'ultra-libéralisme américain et une société très socialisée à la française. Le Canada, par exemple, a des entreprises, et il y a un segment de la bourse, je crois que c'est à Toronto, où on traite les valeurs du cannabis. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés pharmaceutiques qui sont spécialisées dans la production de ce cannabis thérapeutique et qui sont cotées en bourse. C'est pour ça que je parlais de troisième voie entre l'ultra-financiarisation de l'économie américaine, peut-être, notamment sous ce président, et la socialisation à outrance d'une société comme la nôtre. Donc j'aimerais qu'on aborde ce sujet avec peut-être un regard technique, scientifique. Je vais commencer avec vous, Frédéric Mayave. Est-ce que il y a une approche possible, et puis j'aimerais évidemment aussi avoir l'avis de représentants du Sénat, est-ce qu'il y a une approche possible dépolitisée, scientifique, autour de cette question? Moi j'entends beaucoup d'associations qui plaident, et on a fait des déjeuners de l'hémicycle avec des ministres liés à ces sujets, qui plaident fortement pour l'utilisation du cannabis thérapeutique. Qu'en pensez-vous? J'aimerais vraiment avoir votre avis aux uns et aux autres, mais encore une fois, en toute transparence. Et évidemment, je ne fais pas l'amalgame entre la consommation de cannabis ou de bœuf, comme on dit dans certains endroits, et le cannabis thérapeutique. Docteur. Oui, merci. Il se trouve que c'est une discussion que j'ai eue avec Eric Serra hier après-midi. Il y avait le lieu sans les vieux. Et à la lumière d'une étude qui a été menée par l'Université de Bordeaux, tout récemment, alors que je n'ai pas pu consulter moi-même, mais dont le quotidien du médecin s'est fait l'écho il y a quelques jours, et qui rapporte assez froidement que, effectivement, en matière d'efficacité du cannabis thérapeutique, en particulier sur les douleurs, on a effectivement un apport positif, mais que ce qu'on appelle la taille de l'effet semble assez limitée. Alors, et que ça porterait effectivement en particulier sur les douleurs neuropathiques, qui sont une forme de douleur particulièrement résistante et... Alors, donc ça, c'est le constat un petit peu froid et technique, mais très clairement, dans la douleur chronique, il y a ce qu'on constate, ce qu'on mesure, et puis, ce qu'on a bien entendu jusqu'à maintenant, il y a l'expérience qu'on en fait dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Hein, et c'est d'ailleurs ça qui fait toute la difficulté de l'évaluation de la douleur chronique, c'est que c'est pas uniquement un chiffre sur une échelle, mais c'est vraiment quel est le retentissement, quelle est l'expérience personnelle, subjective de la douleur dans l'environnement, que ce soit face au travail, face à la famille, face à l'intimité. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, en clair, à partir de cette étude, vous lui dites que l'effet bénéfice
n'est pas C'est démontré, sauf dans des cas Alors, précis. il est démontré, il semble faible, mais c'est pas là-dessus qu'on devrait être amené à juger, très probablement, et je pense qu'Éric va prendre la suite pour vous détailler un petit peu ce que je veux dire. Merci, docteur. On est vraiment dans une situation de la vie de la cité et de l'expérience vécue de chaque citoyen. Les données de la science, la médecine fondée sur les preuves nous dit le cannabis thérapeutique n'est pas le miracle que vous attendiez. Néanmoins, il y a des indications, madame, et il y a d'autres indications. La spasticité d'une sclérose en plaques, par exemple, bénéficie très clairement de ce traitement. Ce traitement doit être proposé aux citoyens qui souffrent de certaines maladies. On est d'accord. Mais il y a derrière cela une partie de la médecine, peut-être plus humaniste, qui elle-même doit être fondée sur les preuves, mais qu'on appelle la médecine fondée sur la pratique. Et là, si on se retourne sur une des cohortes dans le monde entier ou dans les pays où on utilise du cannabis thérapeutique, moi je me souviens des commentaires autour de la cohorte israélienne, où les citoyens qui bénéficiaient de ce cannabis thérapeutique rapportaient diversement une amélioration de leur douleur. Et on leur disait, mais vous voulez continuer à bénéficier de ce traitement? Des patients parfaitement traités, suivis, sans modification de dose, tout à fait respectueux des protocoles médicaux, et les patients disaient oui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ça marque l'attention de la médecine à mon égard et ça m'aide à vivre, d'être suivi comme ça. Donc on s'aperçoit que certaines procédures thérapeutiques qui peut-être n'ont pas toujours la valeur, la validité scientifique très forte, je pense à la neurostimulation transcutanée par exemple, qui est remboursée par l'assurance maladie, merci à notre collectivité, ce sont des techniques qui aident les gens, qui contribuent à ne pas se sentir perdu, isolé, dans sa douleur chronique qui est une véritable maladie. Mais dans le cas israélien que vous venez de citer, professeur Serra, c'est quoi? C'est une forme de placebo mental. Laissez-moi continuer mon traitement parce que ça veut dire que la médecine s'occupe de moi et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et si on me l'arrête, peut-être que j'irai plus mal. Monsieur Revel, ce qui compte, c'est qu'au bout du compte, j'aille mieux, non? À partir du moment où la méthode est accompagnée médicalement, c'est-à-dire qu'on ne recourt pas à des pratiques ésotériques ou non encadrées, avec des risques de dérives financières ou autres. À partir du moment où je suis amélioré, le système de santé a obtenu ce qu'il cherchait, à améliorer la souffrance de ses concitoyens. Moi, je trouve que c'est excellent et les termes que vous avez utilisés sont justes, mais ça amènerait un autre débat. Sachez que la méthode médicale, thérapeutique qui a le plus fort effet placebo, c'est la chirurgie. Quand on vous opère, vous savez tous que vous êtes radicalement traité. Ça a un impact considérable sur votre fonctionnement psychologique. Ça a été prouvé. Ce qui est toujours, d'ailleurs, avec un peu de réticence de la part des chirurgiens qui disent « non, quand même, je vais quand même couper ». Oui, mais il y a justement, par cette radicalité du geste, un impact psychologique très fort. Je suis absolument convaincu qu'on a fait vraiment le plus qu'on pouvait pour moi. Et j'espère qu'on arrivera comme ça à convaincre les citoyens qu'on fait le plus pour eux. Très rapidement, docteur. Alors, oui, très rapidement, parce que finalement, là, on touche à ce qui est le plus subtil, finalement, dans la notion de douleur, parce qu'on a parlé de voie de la douleur, de système neurologique, mais en réalité, et notre médecine est une médecine héritée un peu bernardienne, où on répare le corps comme on répare une machine, mais en réalité, dans la douleur, il y a toutes les composantes de la douleur, et parmi celles-ci, il y a la composante émotionnelle et il y a la composante cognitive. Et très clairement, si on se contente de la composante juste neurosensorielle, on va laisser de côté tout ce qui fait le rapport de l'individu à son environnement, là encore, et au monde qui l'entoure, ce qui caractérise finalement le poids de la douleur chronique chez la personne qui en souffre. Le terme de souffrance renvoie évidemment à ce qui est émotionnel. Et voilà. Et donc cet aspect-là des traitements doit aussi transparaître, et c'est ce qui fait la particularité, la difficulté finalement de cette discipline de l'algologie, je pense, parmi tous les autres domaines de la médecine. Monsieur le sénateur, c'est un vieux serpent de mer que le Sénat ou l'Assemblée nationale s'empare de cette question au travers d'une loi. Est-ce que vous pensez que l'état d'esprit de vos collègues, le progressisme de la société, alors je mets de côté ce qu'on vient d'entendre sur l'idée que pour certaines douleurs c'est utile, pour d'autres ça peut l'être, mais la valeur en
antalgique du cannabis thérapeutique n'est pas prouvé. Est-ce que vous pensez que la représentation nationale serait prête à se saisir de ce genre de projet de loi? Oui, elle est tout à fait prête. Simplement, il faut que ce soit encadré. C'est l'encadrement du dispositif. Et puis s'il montre des effets positifs dans certaines pathologies, pourquoi pas? De toute façon, on utilise depuis très longtemps de la morphine, des substituts morphiniques, comme ça, sans que ça pose de problèmes particuliers. Mais je voudrais aussi... donc, je passe sur le plan législatif, ça ne devrait pas... On peut trouver tout à fait des consensus sur ce sujet-là. Après, j'ai vu, j'ai observé dans mon département qu'il y avait d'autres techniques qui arrivaient à soulager la douleur, qui sont parfois assez innovantes, voire très innovantes. Et il faut aussi, pour revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est l'intérêt qu'on porte à la personne et le soulagement qui est lié, qui parfois n'engendre pas des dépenses très conséquentes, mais qu'on peine encore dans nos sociétés à prendre en considération. Je pense à la musique, par exemple. J'ai suivi une expérience qui était vraiment très très positive. Monsieur le ministre, quel est l'état d'esprit du gouvernement, de vos collègues encore, qui sont au gouvernement sur ce sujet? Est-ce que c'est un sujet d'ailleurs qu'on débattait lorsque vous étiez aux manettes? C'est un sujet qui était débattu puisque la loi elle a été votée. Donc il y a un cadre législatif aujourd'hui. Mais il n'y a pas de décret d'application. Mais il n'y a pas il y a 2 décrets. Il y en a un qui a été validé. Pour amuser les gosses. Ouais. Et il y en a un deuxième concernant l'évaluation par l'HAS qui doit être validé. Il doit avoir été transmis d'ailleurs au Conseil d'État. Comme on dit, c'est en cours. C'est en cours. Oui, mais c'est long. Oui. Mais c'est long. Mais c'est très très long. Parce que, comme vous l'avez dit, sur ce sujet, il y a on va dire un poids de l'idéologie dans un sens comme de l'autre d'ailleurs, soit une naïveté ou un enthousiasme très fort et de l'autre côté un conservatisme aussi très fort. Moi ce que je regarde et ce qui me guide, et c'est un peu comme ça que j'ai introduit la question de l'autodétermination, c'est ce que disent les patients en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de traitement pour soulager la douleur? Alors pour moi aujourd'hui le sujet il est pas scientifique, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas médecin, vous l'avez compris, et ni scientifique. Néanmoins ce que je sais, et ça c'est les agences de santé qui l'ont dit, on a une connaissance scientifique aujourd'hui qui permet d'encadrer l'usage sécurisé de médicaments à base de cannabis. De la même façon, on a beaucoup de professionnels de santé, alors il y a aussi des polémiques au sein des professions, mais on a beaucoup de professionnels de santé qui ont envie d'avoir aussi à leur disposition l'ensemble de la palette d'outils pour soulager leurs patients. Mais qu'est-ce qui bloque le plus aujourd'hui? C'est la science, c'est le politique, c'est l'administration? Il y a 2 choses. Il y a de fait, on a un système très compliqué. Quand on parle de médicaments ou d'usage de nouveaux produits, etc., on est l'un des pays en Europe, on va dire, où on a des processus qui sont les plus compliqués. Donc je ne remets pas en question le très grand professionnalisme de nos administrations, mais on a construit un système qui est très complexe. Et le deuxième, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est cette confusion qui existe toujours, je suis désolé, entre l'usage thérapeutique de médicaments à base de cannabis et de l'usage récréatif. Et ce qui est très étonnant, c'est le grand décalage qu'il y a entre la maturité de la classe politique sur ce sujet et celle des Français, qui, je crois, font très bien la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de frein. Les choses devraient avancer vite parce que c'est l'attente des patients. Madame Gilenton, avant de passer la parole à la salle pour 2-3 questions. Je vous en prie. Alors, effectivement, Monsieur le ministre disait l'attente des Français. Les Français ont compris. Nous avons fait un sondage avec Unicycle et Norsat sur les Français. 9 Français sur 10 savent ce qu'est la différence. Donc, effectivement, ils ont compris. Alors, effectivement, c'est très long. Il y a aussi le fait, pour en avoir discuté avec le ministère de la Santé, que aujourd'hui, l'évaluation de l'HAS va porter justement sur l'expérience patient et non pas sur l'evidence-based medicine, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Donc l'expérience patient, pour l'HAS, c'est une révolution.
C'est une révolution que de se dire, on va plutôt voir qu'est-ce que ça a apporté en qualité de vie aux patients, plutôt que de voir les études telles que, parce que les études, effectivement, ne sont pas robustes. Maintenant, la douleur telle qu'elle est exprimée dans l'expérimentation de la NSM, et je parle sous le contrôle de Nathalie Richard, qui en est la directrice de projet à la NSM et qui est présente, et la douleur neuropathique sévère résistante à tout traitement. Alors moi, je conteste le terme de placebo, parce qu'on a quand même 750 patients qui sont encore dans l'expérimentation, en sachant qu'il n'y a pas eu une inclusion depuis 2 ans. Et sur ces 750 patients, plus de la moitié ont des douleurs neuropathiques et un quart des spasticité dues à la sclérose en plaques. Donc on est sur des personnes qui sont en dernier recours. Il ne s'agit pas de se dire il y a d'autres systèmes, il s'agit de se dire il y a un système, il y a une ligne de plus en fait. Tout ça, ça se complète en fait. C'est pas, moi je vois, alors c'est vrai que dans la syringomélie on a environ 10 patients, c'est une maladie rare, hein, donc 10 patients qui sont dans l'expérimentation et qui disent, enfin on a en particulier une personne, une jeune personne, hein, mais et j'en ai âgé aussi, de 80 ans, une jeune personne qui, elle, a repris le travail, et un travail demandant ô combien de l'attention, puisqu'elle est dans un service d'urgence à Paris, sur la spécialité des AVC. Elle se balade avec le camion là, qui prend... Donc, si vous voulez, cette personne-là, elle travaille grâce à ça. Elle me dit, ça m'a changé la vie. On a une personne, et Dieu sait si cette personne, je trouvais qu'elle vivait des moments très très difficiles dans sa vie, et qui aujourd'hui me dit, mais moi, ça m'a changé la vie. Et ça m'a changé la vie depuis 4 ans. Un placebo, c'est pas au-delà de l'écran. On connaît bien la chirurgie, puisqu'on est opéré du crâne. Dans ma pathologie, c'est 3 mois. Hein, c'est qu'au-delà de 3 mois, et au-delà de 3 mois, on recommence. Et j'oserais dire qu'il y a des médicaments aujourd'hui qui ont des études négatives et qui sont prescrites dans la douleur. Hein, on connaît certaines molécules, vous le savez, qui sont prescrites dans la douleur et qui ont pourtant des études maintenant négatives. Donc, je crois qu'il faut dire que c'est un médicament. C'est un médicament à base de cannabis, et y compris ces études négatives dans certains médicaments. Si ce médicament-là est la solution à un patient, eh bien, allons-y. Hein. Non, ce que je retiens dans ce que vous venez de dire qui est important, vous avez parlé de révolution, c'est le fait que la Haute Autorité de Santé va s'appuyer sur l'expérience patient et pas seulement sur des rapports scientifiques. Parce que quand vous dites qu'il y a des médicaments qui scientifiquement n'ont pas prouvé leur effet sur la douleur, mais que des patients, eux, ce que vous disiez, professeur Serra, eux considèrent que ça leur fait du bien, ben, c'est le patient qui compte. Oui, alors c'est de plus en plus revendiqué dans plusieurs médicaments, hein, c'est ce qu'on appelle les PROMIS, hein, l'expérience patient. Alors je ne vous dirai pas ça en anglais parce que je parle très, très mal anglais, mais là, effectivement, le décret aujourd'hui, d'après ce que nous a dit le ministère de la Santé, traîne parce qu'il a fallu adapter ce décret pour que l'HAS puisse faire une saisine avec ces notions-là. Et ça, c'est important. Alors nous, effectivement, dans les contributions qu'on a fait en co-contribution avec plusieurs associations de l'Alliance Maladies Rares, effectivement, nous avons rapporté l'expérience patient et l'amélioration de la qualité de vie sur ce que vous disiez, docteur, c'est-à-dire l'activité qui maintient, parce que tout ça, c'est un cercle vicieux. Plus on bouge, plus on bougera, et mieux on vieillira. Voilà. Hein, alors, c'est pas toujours évident quand on est... Mais vous savez, nous, dans notre association, on en vient à faire, puisque l'APA n'est pas pris en charge et compagnie, on en vient à faire des séances d'APA en visio, hein, financées par l'association. On fait ce genre de choses. On fait de l'art-thérapie en visio. Pour que les patients, effectivement, se sentent moins seuls. Et là, en ce moment, effectivement, on fait de l'appel à toutes nos personnes âgées. Et monsieur le sénateur avait évoqué quelque chose, il ne faut pas oublier les dents, qui est à côté de la personne qui souffre, et qui lui-même va oublier sa propre douleur et sa propre maladie. On sait que les aidants meurent avant les patients. PROMS, your pronunciation was very correct. You have to practice every day this language. That's the only way to improve it. Bon, je vais redonner le micro, et je vais bêtises, à Valentin, sans qui l'hémicycle ne serait rien, pour 2 ou 3 questions rapides. Voilà, et puis ensuite on se quittera. Madame, s'il vous plaît, posez votre question et votre remarque. Et après, monsieur le sénateur. Ouais, merci beaucoup, parce que c'était très intéressant. Je voudrais faire juste 3 remarques. Je relève que vous êtes 6 aujourd'hui à parler, qu'il n'y a qu'une femme, que l'on sait que dans les... Je suis désolée, monsieur, mais dans les baromètres, hein, c'est vrai que les femmes, elles pensent d'abord à leur
famille. Et ça compte, c'est aussi le cas dans la prise en charge de la douleur. La deuxième chose, je crois qu'il va falloir oublier, je souffre donc je suis. Je pense que ça c'est important et ça embarque tout un tas d'a priori, à la fois sociologiques, scientifiques. Voilà, je pense que c'est important de lutter, y compris dans le livre blanc, parce que ces a priori en charrie de la mésinformation, hein, et ça c'est aussi une difficulté dans la prise en charge. Et tu vois, un dernier point, il y a un vrai problème de formation. Un vrai problème de formation. Les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les aides-soignants. Monsieur le sénateur. Oui, merci pour j'aurais beaucoup de sujets à aborder, mais je voudrais profiter de la présence de spécialistes de la douleur pour répondre. On a beaucoup parlé de la douleur contrainte, Campoc. Moi, je voudrais savoir quelles sont les études qui sont faites sur les gens qui vont rechercher de la douleur. Je prends, par exemple, ce développement des sports extrêmes, où les gens vont quand même chercher de la douleur de plus en plus. La sécrétion, finalement, d'endorphines. Le fait aussi, on a tous fait des expériences, on a fait des marathons, que plus on le fait, plus on devient endurant à la douleur. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on a comme étude et comme réponse aujourd'hui. Voilà, je vais donner C'est vrai que vous soulevez un point important. Pour ceux qui ont couru des marathons, qui s'entraînent beaucoup, ce qui n'est plus mon cas maintenant, moi, le médecin me disait, attention, vous sécrétez une hormone qui, en fait, masque vos douleurs. Et puisque cette hormone, l'endorphine, masque votre douleur, en fait, vous pouvez avoir des vrais sujets graves, mais sans nous en apercevoir, puisque vous masquez votre douleur avec une production d'hormones. Monsieur le professeur, est-ce que j'ai encore dit une bêtise? Non, il a un petit peu amplifié votre médecin pour jouer les scientifiques auprès de vous. Hein, mais en même temps, il a apporté la réponse, monsieur Revel. Donc là, je n'ai plus d'autres réponses. Oui, il y a dans ces situations qui sont des situations extrêmes et qui nous éloignent un petit peu quand même du cœur de notre réunion, hein, qui est celle de la souffrance. Mais c'est intéressant parce que c'est indirectement l'illustration ou une justification scientifique partielle au maintien des activités physiques. Alors, c'est vrai qu'en activité physique quotidienne, on ne génère pas autant d'hormones, d'endorphines qui sont notre morphine privée, personnelle. C'est pour ça que la morphine est un bon antalgique, c'est que ça ne fait que mimer des neuromédiateurs qui existent naturellement dans notre corps. Et donc, on pourrait voir, madame, une justification. La réponse a été apportée par mon voisin, mais on a entendu parler des douleurs de la femme, et merci madame. C'est un tel sujet, vous le savez peut-être, que durant cette année 2026 et pour 2027 aussi, ce thème de la douleur des femmes est abordé dans une action d'ailleurs à laquelle participe la SFETD en parallèle, qui va, elle aussi, cette action, aboutir à la publication d'un livre blanc de la douleur des femmes, et qui fera aussi l'objet, certes seulement d'un chapitre peut-être, mais dans notre propre livre blanc de la douleur. Et puis puisque je vous vois, madame, représentante d'une association d'usagers, je vous annonce aussi, deuxième annonce après le livre blanc de la douleur, la mise en place aussi, sur les recommandations d'ailleurs du ministère, d'un collectif national sur la douleur qui s'appelle France Douleur, qui est en train de se mettre en place. Et nous tournerons vers vous, votre association en particulier, parce qu'on a déjà quelques contacts avec des associations de maladies rares, pour rejoindre ce collectif France Douleur qui pourra parler comme ça d'une seule voix, associant des scientifiques, associant des représentants professionnels, associant des laboratoires de recherche universitaires, associant des associations d'usagers, des représentants, parler d'une seule voix auprès des pouvoirs publics, des représentants de la nation, du ministère. Je voulais répondre à madame, vous avez raison. On a constaté qu'il y avait un retard de diagnostic chez la femme suite à la douleur. On a un retard de diagnostic aussi dans les maladies rares. Il avait été évalué dans une étude qui a été faite il y a quelques années qui s'appelait Radiag. Il y avait 3 ans de différence entre le diagnostic d'un homme et le diagnostic d'une femme. C'est-à-dire la femme était moins entendue dans ses symptômes, qu'ils soient la douleur, la fatigue ou les vertiges, par exemple, dans certaines pathologies. Mais à contrario, une fois que cela est dit,
Nous, on s'apercevait, dans toutes les enquêtes qu'ils nous faisaient, alors qu'on est la syringomyelie, on est 50-50, hein, il y a même un peu plus d'hommes dans la syringomyelie post-trauma, que les hommes ne parlaient plus après, qu'ils en avaient honte. Et donc, il faut quand même aussi dire ça. Et on voit la revenir, et c'est vraiment frappant depuis 2-3 ans. Nous, on voit des jeunes hommes qui avant n'auraient jamais osé venir en parler, venir nous parler de leur propre douleur. Alors qu'avant, en fait, il y a une honte aussi. Hein. On n'a pas parlé de ce sentiment-là, mais il y a le sentiment de la honte avec la douleur. Hein. On n'ose pas dire. De la même façon, des patients qui sont dans l'expérimentation, moi, il y en a pas mal qui ne veulent pas témoigner et qui témoignent qu'anonymement. Ils ne veulent pas dire. Ils veulent pas dire qu'ils ont du cannabis. On avait même problème avec le tramadol, un peu de faire pour avoir des témoignages dans les émissions télé. Sinon, j'étais contactée. J'avais du mal à trouver des gens qui veulent bien le faire en visuel. Donc, d'un côté, une errance plus importante chez la femme parce qu'elle est moins entendue, et c'est bien connu que les femmes se plaignent tout le temps. Moi, j'ai créé mon errance comme ça, hein, parce que j'étais mariée avec un médecin et j'entendais toujours à table, et les femmes sont toujours à se plaindre, donc j'allais très mal, mais je disais rien. Bon, ça m'a valu quand même une belle syringomyelie de 20 cm. Mais il y a aussi, de l'autre côté, une fois que le diagnostic est fait, des hommes qui n'osent plus venir parler, parce que c'était quand même un aveu de faiblesse que d'avoir mal. Il ne faut pas oublier ça, et que de le dire. Donc, bon, pas non plus taper tout le temps sur les messieurs, quoi. Oui. Alors, autrement, on peut noter quand même que dans l'engagement associatif, il y a quand même beaucoup de femmes. Dernière question. J'en profite. Merci beaucoup. Giovanna Marsico, je suis à la délégation numérique en santé. Je voulais justement poser une question et un commentaire. Un commentaire, c'est très rapide, sur le cannabis thérapeutique. Il se trouve que je reviens ce week-end de Trieste, où je suis allée voir un ami à un soin palliatif qui est à une atteinte de sclérose en plaques et qui utilise le cannabis thérapeutique depuis 12 ans. Pour son confort, pour son bien-être. L'Italie en général n'est pas portée comme modèle, mais je trouve étonnant que dans une Europe aussi de valeur, hein, non seulement une Europe de recherche et d'innovation, il y ait un écart si considérable. La question en revanche, que je vais vous poser, c'est notamment mes deux messieurs préférés de la douleur, Frédéric et Eric, est-ce que sur l'apport du numérique, le numérique dans la prise en charge, dans la recherche, dans l'évaluation, dans le confort au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en sachant que l'État, et ça peut-être je peux apporter quelques éléments d'aide à l'ancien ministre qui est quand même sollicité sur les choix du gouvernement, sur aussi l'investissement qui a été fait par les pouvoirs publics pour développer justement cette voie du numérique au profit de la santé de tous. L'intelligence artificielle sera une aide indispensable dans le diagnostic, dans l'accompagnement des consultations. Quoi qu'en pensent les soignants, les médecins, ça ne va pas les déshumaniser, ça va les accompagner. Il va falloir l'utiliser avec intelligence, y compris cette intelligence artificielle dans le guide thérapeutique. Ceci dit, l'épaisseur humaine du soin sera, à mon avis pour l'instant, toujours prodiguée par des soignants qui ont, je l'espère, qui auront été un peu libérés de certaines tâches administratives ou intellectuelles par cette intelligence artificielle. On sait que la réalité virtuelle aujourd'hui, madame, est un élément majeur de reprise d'activité physique, par exemple, y compris dans nos établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, nos maisons de retraite aujourd'hui médicalisées. On sait que c'est un élément important. Mais de tout ce que nous disons, me reviennent les propos d'une sénatrice, Patricia Demas. J'étais avec elle il y a quelques mois lors d'une réunion comparable à celle-ci, et on lui présentait les chiffres comme ça, cette fréquence de la douleur, cette première priorité aux urgences, cette première priorité à l'hôpital, cette première priorité des citoyens concernés par la maladie chronique, et elle nous disait 42%, mais c'est finalement d'une certaine façon un peu un scandale dans notre société, et elle disait il faudra en faire une grande cause nationale. Donc moi je lui laisse la conclusion à Madame Patricia Demas.
Voilà, ben écoutez, je voudrais qu'on remercie nos intervenants, même on manquait un peu de femmes, mais il y en avait beaucoup plus dans cette salle qu'autour de cette table, vous avez raison madame. J'aimerais même qu'on les applaudisse parce que ça m'a paru très intéressant ce matin. Merci donc à tous. Merci monsieur le sénateur Bonneau de nous avoir accueillis, et puis peut-être quelques interviews pour la rédaction de l'hémicycle, et je remercie évidemment nos organisateurs, en premier lieu notre ami Valentin. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.